retour en direct sur la chaîne normande. Nous sommes toujours à la Foire de Rouen pour notre dernier retour et voyage ici en plein cœur donc d'un des halls de la Foire de Rouen. N'hésitez pas à passer nous voir jusqu'à lundi. Il y aura toujours quelqu'un, on a des émissions encore jusqu'à demain soir. On va parler maintenant avec la Fédération française de médiéval. Alors ça paraît toujours là. Ça me fait un peu tiquer parce qu'on imagine ça un club de sport de haut niveau. Non, mais pas loin finalement. Bonjour Jimmy Blin, secrétaire normand de la Fédération française donc médiévale. Racontez-nous un petit peu cette fédération française, ça paraît toujours étonnant. Alors ça paraît étonnant, en effet, il y a le côté sportif qui ressort parce qu'il y a un côté sportif. Il faut savoir que la discipline du combat médiéval existe depuis déjà pas mal d'années en France et le problème c'est qu'elle manquait de reconnaissance, d'assurance et compagnie, dans tout le côté juridique qui peut s'accompagner de ce genre de pratique. Sachant que c'est une pratique où on a autant de chances de se blesser que dans une autre, vous imaginez bien. Donc l'idée de la fédération, c'était de proposer justement, d'avoir une déclaration officielle, donc enregistrée auprès du ministère, en tant que fédération officielle du combat médiéval. Alors ça, c'est le prétexte de création, entre guillemets, de la fédération, mais il y a deux objectifs, on peut en parler sans problème. Mais il y a le côté sportif qui existe, à la manière de n'importe quel club qui doit avoir une fédération pour pouvoir être assuré, avoir une représentation, pouvoir, par exemple, constituer une équipe de France pour des rencontres internationales. D'accord, ok. On va juste vous demander de mettre le micro bien collé au menton. Voilà, comme ça, ce sera parfait. Ça va être des petits grisouillis dans le son. Voilà, on va juste modifier ça. On est en direct, on modifie les choses. Alors, maintenant, on va parler donc au niveau national, ça représente combien de personnes? Et puis après, on fera un petit focus sur la Normandie. Et puis, on vous expliquera qu'effectivement, ils sont là parce que ça sera un gros week-end, samedi, dimanche, lundi, grande fête médiévale ici sur le Parc Expo. Alors, ça représente combien de personnes? Alors, le terme de personnes n'est peut-être pas tout à fait représentatif parce que quand on adhère à la fédération, c'est pas toujours en termes de personnes. Des fois, c'est des associations qui adhèrent, donc c'est une adhésion, mais des adhésions peuvent comprendre 20, 30, 50, voire plus d'adhérents. Donc ça concerne environ 150 personnes dans le sens où vous l'entendez, donc ça peut être aussi bien des associations. 150 entités, on va dire ça comme ça. 150 entités, mais qui représentent, je n'ai pas de chiffre en tête, parce qu'on n'a pas demandé le décompte de chaque association, chaque membre, sachant que ça vient, dans les associations ça change tout le temps. Donc voilà, moi je préfère dire pour l'instant 150 entités, sans estimation peut-être 1 millier de personnes, ce qui est déjà pas mal dans le monde du médiéval, parce que c'est pas un petit monde, donc c'est déjà pas mal. Alors au niveau de la Normandie, on a une histoire évidemment, le château Gaillard par exemple, on a Guillaume le Conquérant, on a quasiment à cette période-là sur le médiéval, donc forcément les fêtes et les grands événements sont l'occasion d'être présents pour vous? Oui, tout à fait. Alors le comité normand lui-même existe depuis 2 ans maintenant. Donc c'est vrai qu'il y a pas mal de manifestations. C'est étonnant quand même parce que c'est vrai qu'il y a des régions où les cathares, tout ça. Nous on est quand même dans le médiéval, on a baigné dedans, on a des châteaux, on a tout ce qu'il faut quand même. Oui, on a eu une petite présence viking aussi, donc il faut pas l'oublier. Donc c'est vrai qu'on ne manque pas de sources et de matière à organiser des fêtes médiévales, etc. Alors nous, la fédération, l'objectif, il y a le côté sportif, mais il y a aussi le côté réseau de compétences, si vous voulez. Alors les fêtes médiévales sont organisées par différentes collectivités, il y a différents demandeurs pour ces fêtes médiévales-là. Et l'avantage de la fédération, c'est justement de proposer un réseau de compétences entre les différentes associations de reconstitution historique, parce qu'il y a cet aspect-là. Une troupe qui va reconstituer un village de vikings ou un village du XIIIe siècle, etc. Des fois à thème, vous parliez de Guillaume le Conquérant et de Château Gaillard. Donc il y a des associations qui sont spécialisées sur ces lieux ou sur ces thématiques-là, mais également des artisans, du vieux savoir-faire qui sont encore au goût du jour pour certains, et aussi des professionnels, des démonstrateurs, etc. Donc voilà, la fédération, elle s'occupe un petit peu de tous ces gens-là. Et donc vous êtes le relais au niveau local, si on peut dire, de l'organisateur qui a besoin d'informations, qui a besoin d'associations pour venir gérer en tout cas mettre en avant sa fête médiévale. Exactement, alors on nous confie de plus en plus, alors ça démarre doucement, parce que comme je l'ai dit, c'est un petit milieu pour le moment du moins, donc on est régulièrement sollicité pour l'organisation de fêtes médiévales, ou quand telle ou telle mairie, etc. a besoin d'un artisan en particulier qui ait telle ou telle compétence, ou qui a besoin d'organiser toute une fête médiévale, et qui veut que ce soit sur telle thématique, telle époque, etc. Alors qu'est-ce qui va se passer ce week-end, donc samedi, dimanche et lundi, donc toute la journée il va y avoir des animations. Expliquez-nous un petit peu le programme pour tenir en haleine et dire évidemment vous qui nous regardez, venez parce qu'il va y avoir des choses plutôt sympas à vivre. Il ne faut pas que j'en dise trop alors. Alors oui, pendant 3 jours vous allez avoir 2 aspects. Alors il y a sur l'extérieur de la Foire Expo, vous allez avoir un village médiéval qui va être reconstitué. Alors il y a différentes époques qui vont être représentées avec notamment 3 grosses associations.
Alors vous allez avoir normalement plus de 500 mètres carrés de village, donc de quoi faire un petit tour quand même dans une époque lointaine. Donc on va dire sur ce village, il y aura des artisans, il y aura des cracheurs de feu. C'est ce qu'on s'imagine peut-être un petit peu, peut-être à tort d'ailleurs. Alors c'est ce qu'on s'imagine. Alors les cracheurs de feu, il y en a pas tant que ça, mais alors vous aurez déjà des tentes historiques, des tentes qui sont basées sur des modèles retrouvés lors de fouilles archéologiques. Et vous aurez des démonstrations de combat, de l'artisanat également, de la gastronomie aussi, parce que ça fait partie de la vie de Caen. C'était très gibier quand même. C'était ça quand même. Ouais, vous avez un petit peu de tous les aspects Oui, sur le village médiéval. Et après, vous aurez le côté à l'intérieur avec différents stands où là, ce seront des artisans. Alors, pour des raisons de place ou pour une question de confort ou pour pouvoir démontrer un peu les artisanats, qui auront des stands à l'intérieur pour montrer de vieux savoir-faire, que ce soit de la fabrication je sais pas, de bijoux. De l'osier, par exemple, vous voyez quelques images de ça. Un collègue du comité qui fait de la vannerie ancienne. Ce genre j'en dis pas trop, mais vous aurez pas mal de choses un peu différentes. Donc il y aura pour les parents, pour découvrir les anciens métiers, pour résumer un petit peu, puis il y aura pour les grands, en tout cas pour les enfants, de la chevalerie, des combats, c'est ce qu'on attend de voir, du spectaculaire, entre guillemets. Exactement. Et il y aura tout ça, je pense qu'il y en aura pour petits et grands. Et puis également sur les villages, ça appartient pas à une tranche d'âge en particulier, c'est un phénomène de reconstitution historique, vous aurez tous les âges sur les campements aussi, de toutes les activités. Enfin, il y en a pour tous les goûts en général, personne n'est déçu. Est-ce qu'il y a un travail justement de réflexion sur, vous avez parlé de tentes, donc qui sont des reconstitutions de tentes historiques, est-ce qu'il y a un vrai travail autour de la fédération justement pour être vraiment pas juste que dans le folklore, mais dans la réalité? Voilà, c'est pour ça que la fédération s'appelle la Fédération française médiévale, parce que dans le médiéval, il y a un petit peu de tout et de rien. Ça passe de la fin des Vikings jusqu'à la Renaissance, quoi. Globalement, ça peut durer 300-400 ans quasiment. Ouais, des fois, ça peut même être un petit peu avant. Mais on prend même, on n'est pas méchant, on prend même un petit peu de ceux qui font de l'Antiquité. Mais alors la question, c'est il y a la question du jeu de rôle, des jeux de rôle grandeur nature, où c'est plus dans le fantastique. Alors la Fédération française médiévale ne s'occupe pas de ces gens-là, mais vraiment de ce qui est historique, avéré, ou en tout cas qui s'en rapproche. Et après, c'est chaque association ou chaque artisan qui va faire ses propres recherches scientifiques entre guillemets sur ce qui est avéré. L'idée, c'est quand même se rapprocher le plus près de la réalité, quoi. C'est ce qu'on appelle de la reconstitution historique. Alors il y a l'histoire savante, celle que vous pouvez lire dans les bouquins. Il y a l'histoire vivante, celle que nous on va illustrer ce week-end à l'occasion de cette foire expo. On a l'image du Moyen-Âge qui n'est pas forcément toujours positive, alors que finalement, quand on creuse un petit peu, on imagine qu'ils ne se lavaient pas, alors que c'était totalement faux. Il y a vraiment tout un tas d'idées reçues et on va pouvoir discuter justement avec tous ceux qui seront présents pendant ces 3 jours, justement autour de ça. Oui, alors souvent quand on a du public, ils apprennent plein de choses. Ils apprennent plein de choses, plein de stéréotypes. Je prends l'exemple du Viking parce que c'est ce que je connais le mieux, le casque à cornes, le fameux casque à cornes, donc, qui n'a jamais existé chez les Vikings. Ce genre de petits détails-là. J'étais à une conférence hier à la maison de l'université de Rouen, justement sur l'image positive ou négative, selon les cas, qu'on pouvait avoir du Moyen-Âge. Et c'est vrai que c'est souvent une question d'interprétation. Les serfs, c'est ça. En gros, il valait mieux être un chef ou alors en tout cas quelqu'un d'assez haut plutôt que quelqu'un d'assez bas. Alors que la vie n'est pas si rose et ou blanc ou tout noir, quoi. Oui, parce que quand on avait du pouvoir, forcément le pouvoir était convoité aussi, donc ça pouvait avoir ses risques. Il fallait pas être l'aîné d'une famille parce que sinon tous les petits frères et sœurs voulaient nous abattre pour avoir la place. Donc il y avait, c'est des petites choses, ça c'est des petites histoires. Oui, mais c'est aussi la réalité du médiéval où je vous dis, on a vraiment cette idée-là. C'est tout le monde était ou chevalier ou un serf. On a la télévision, le cinéma avait évidemment beaucoup travaillé là-dessus. On avait quand même une espérance de vie qui était quand même assez réduite. Il faut quand même le remettre dans le contexte. Entre les maladies, les épidémies. On est bien aujourd'hui finalement quand on regarde un petit peu tout ça. Oui, on n'est pas si mal, mais vous voyez qu'il y a des gens comme moi ou comme d'autres dans la fédération qui ont une certaine nostalgie ou une passion ou un intérêt, une curiosité pour cette période-là, et on essaie de savoir en fait ce qu'était la réalité et de la montrer, en fait, de la partager à tous les gens qui viennent nous voir. Alors vous serez combien comme ça sur ces 3 jours? Il y a beaucoup de monde quand même. Oui, il y aura pas mal de monde. À quelque chose près, on n'est pas... Alors, il y a 28 stands à l'intérieur, et à l'extérieur, il y aura entre plus de 500 mètres carrés de village, donc on va dire peut-être 150 personnes facilement. Pour les filles, est-ce qu'il y aura des princesses? Est-ce qu'il y aura... Alors, dans l'optique où on reconstitue une vie de village, il n'y aura pas de princesse, il n'y aura pas de roi. Parce que c'est vrai que quand on a tendance à voir la reconstitution, on s'imagine tout de suite des rois, des chevaliers à cheval en armure étincelante, sachant que ça, c'est l'image qu'on nous a transmise d'un petit peu de ce Moyen-Âge-là et que c'est pas tout à fait la réalité. Donc vous verrez des choses un peu plus réelles, vous verrez des artisans, des gens qui travaillent sur leur campement et des démonstrations de combat. On peut faire une mise en scène de chevaliers courtois qui sauvent la dame, mais vous ne verrez pas de roi et de reine, parce que vous imaginez que si on reconstitue ça
selon les sources historiques, il va falloir énormément d'argent pour créer son costume. Alors justement, le fameux chevalier, c'était l'image de la star. C'était la star de l'époque, un peu comme les footballeurs ou les artistes. Là encore, si on parlait d'armure, la réalité, c'est quoi? C'est qu'on avait 30 ou 40 kilos sur les épaules, c'est ça? Ça dépend des armures. Alors c'est vrai que les armures étaient très lourdes, mais par contre on a souvent tendance à sous-estimer la mobilité de ces armures-là. Alors il y a des vidéos sur Internet qui montrent qu'une armure, certes, pèse lourd, on se demande un certain entraînement pour avoir l'habitude de la peser, de la supporter, mais c'est assez mobile finalement et on bouge bien avec. C'est pour ça qu'il y a du... C'est quand même utilisé dans les combats, donc il fallait quand même un minimum, quoi. Voilà. On n'était pas levé au palan pour... Alors ça dépend des époques, encore une C'est fois. ça. Quand on s'approche du 13e, 14e, 15e, on a des armures beaucoup plus lourdes. Moi, dans mon association, je fais la reconstitution viking où les équipements sont beaucoup plus légers. Donc c'est pas tout. Alors là où certains ont des armures qui font de 30 kg, nous ça sera beaucoup moins, ça sera une quinzaine de kilos, voire une vingtaine si on veut avoir toutes les mesures de sécurité respectées et ne pas se blesser. Quelle est l'histoire justement de la Normandie? On parlait des Vikings, on a Guillaume le Conquérant, on a un petit peu oublié ça. L'idée c'est de faire revivre aussi des lieux, des sites historiques. La bataille d'Harcourt par exemple, ça fait partie des éléments. On parlait du château Gaillard, tous ces lieux-là. Alors nous, dans mon association en tout cas, après je peux parler de la Fédération française médiévale aussi, hein, c'est chaque adhérent dans sa spécialité chacun est spécialiste en fait de la période qu'il reconstitue. Pour les Vikings, l'histoire des Vikings en Normandie elle remonte à très longtemps, entre le 8e et le 9e siècle, mais la date que les gens ont tendance à oublier, alors qu'il y a eu pas mal de commémorations sur l'anniversaire de la création de la Normandie, c'est la date de 911, le traité de Saint-Clair-sur-Epte, par lequel Charles le Simple, roi de France, cède la Normandie aux Vikings, à Rollon. En échange de ouais, parce que de croyance. Voilà, c'est ça, en échange de la conversion au christianisme. Et en échange, il lui donne la terre, cette fameuse Normandie qui s'appelait avant la Neustrie. Hein. C'est d'ailleurs si les Normands s'appelaient les Normands. Comment? La Neustrie. La Neustrie, voilà. D'accord. Alors la Normand, c'est les Normands, c'est les Norsemen, les hommes du Nord, donc simplement les Vikings. Voilà d'où on vient un petit peu pour la petite histoire. Et c'est vrai que ça, on l'a un petit peu oublié, ça a été un peu mis de côté. Je me rappelle avoir vu, dans le Jardin des Plantes à Rouen, il y a une stèle où il y avait une fête incroyable en 1011. En 2011. On n'était pas là en 2011. Non mais selon les années, il y a des fêtes incroyables. Là, c'était un petit peu passé de côté. Je pense que c'est en train, justement, ils sont en train de travailler sur un musée de Vikings. Ouais, c'est dommage, on a raté quelques années, on a quelques années de retard. Il aurait été préférable, en tout cas dans le milieu dans lequel j'évolue, on a tous été un petit peu déçus qu'il n'y ait pas de plus grande fête, parce que c'était les 1100 ans de la Normandie, donc c'était quand même un événement assez important. Et il y a eu quelques manifestations, mais c'est vrai que là, avec le fameux thème de la réunification de la Normandie, on commence à se pencher sur la question du viking. On essaie de retrouver, je crois, une identité normande globale. Combat quand même tous ici sur le terroir normand. Historiquement, Guillaume le Conquérant, voilà, Rollon, voilà, évidemment. Qui descend des Vikings. Voilà. C'est vrai que des traces des Vikings, on en a très peu au final, hein, beaucoup dans les toponymes, dans certains noms de villes. Toponymes. Oui, dans certains noms de villes, hein, vous avez Harfleur, Honfleur, c'est le port du Haut, le tout port ce qui est du bœuf, Bas. Voilà, toutes les sonorités qu'on peut avoir en Normandie ou dans certains noms de famille, hein, les noms en turquetil, lanctil, tout ça, c'est des noms qui viennent. Lefebvre, un petit peu moins. C'est après alors. Voilà, c'est des noms qui viennent tout ça du vieux norrois, donc c'est des héritages directement des Vikings. Donc il y a un vrai travail, on le sent. Voilà, un passionné, évidemment, un vrai travail. Donc rendez-vous samedi, dimanche et lundi, donc en extérieur. C'est ça. Et il va faire beau. Voilà, et à l'intérieur. Et à l'intérieur. S'il fait pas beau. Il y aura les deux. Alors vous serez comment? Vous serez en tenue de quoi? Dites-moi. À vous de voir. Non, je serai en viking. Hein, je reconstitue un personnage norvégien de la fin du Xe siècle. Donc vous verrez tout ça. Vous verrez chacun avec sa tenue, chacun avec ses équipements, ses armes. Et vous nous verrez joyeusement festoyer. Il y aura du combat, de la restauration, de la fête et la découverte historique. On mélangera un peu tout ça. Tout à fait. Merci beaucoup.